Bonjour, bienvenue à la 4e émission avec Nicolas Guibal et Bril Gauthier de chez Esatco. Et on n'oublie pas la présentation des foils par le préparateur de chez Viabilis et l'œil du directeur. Place au générique. Bonjour. Bonjour. Comment se passe la vie à bord pendant plusieurs jours en mer? Vous avez des routines bien installées ou c'est plutôt l'improvisation selon les conditions? On a forcément des routines, après on improvise aussi par rapport à la météo, mais globalement on fait des quarts de 2 heures, où on dort, pendant ce temps-là le co-skipper lui va naviguer, et puis après on a des petites routines de manger, boire, dormir, régler le bateau, et voilà. À peu près. Quelle mer ou quel type de conditions préférez-vous naviguer, calme et technique ou plutôt vent fort et sportif? Le vent fort c'est pas mal, au moins c'est que le bateau c'est-à-dire qu'il peut avancer vite. Après aussi les temps petits cas, je pense que ça peut être pas mal pendant aussi la transat. On peut faire un peu de rebond, on va pouvoir peut-être dormir un peu plus, mais il va falloir quand même régler un peu plus les voiles pour toujours faire avancer vite le bateau. Comment se répartissent les tâches à bord? Qui s'occupent de quoi entre vous deux? Manœuvres, navigation, cuisine, réparation, etc. Alors Gauthier fait tout, moi je fais rien. C'est une blague. Non, on se répartit en fait. Alors la cuisine, on fait pas de cuisine puisque en fait on a, je sais pas si c'était monté à bord d'un bateau, mais on a juste un jet boy, un bouilleur. On va faire réchauffer des plats qui sont en sachet. Donc on va manger quand on a faim. On mange pas forcément ensemble. Il n'y a pas de cuisine du coup, il n'y a pas de vaisselle pour le coup non plus. Après toutes les manœuvres on les fait en double, de façon à être plus efficace, pas de faire moins d'erreurs. Et puis après voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Comment s'est fait le choix du duo? Qu'est-ce qui fait que vous deux ça marche bien ensemble sur un bateau? C'est une rencontre qui a été faite du coup fin d'été. Moi je travaillais en Bretagne, puis du coup Nicolas il cherchait un co-skipper à ce moment-là. Et puis en fin de compte, vu qu'il porte la cause du coup des ACO, du coup qui est c'est des ESA du coup qui mettent en valeur du coup des personnes en situation de handicap du coup dans le monde du travail, de les mettre en valeur. Et moi du coup je suis hémiplégique droit de naissance, donc j'ai moins force dans tout le côté droit puis moins de motricité fine, donc un peu mal à faire des nœuds, j'ai de faire un peu plus de manœuvres sur certaines manœuvres. Donc non, du coup, c'est une cause qui nous porte du coup à tous les deux et c'est un projet humain et aussi performant et on puisse espérer, on va faire terminer premier nous des pointus. Quels sont les moments les plus difficiles à deux en pleine mer et à l'inverse, les moments les plus forts, ceux qui vous rappellent pourquoi vous faites ça? Alors on va commencer par les moments les plus forts, les moments les plus agréables. Ça va être tous ces couchers de soleil et les levées de soleil qui sont magnifiques. On va croiser des cétacés aussi qui sont d'une beauté incomparable. Après voilà, c'est tous ces moments. Alors dans les moments durs, c'est des moments durs. Par contre, effectivement, derrière, on va avoir cette satisfaction d'avoir réussi une manœuvre, d'avoir réussi un problème qui effectivement qu'on aura eu. Voilà, c'est tout ça qui fait effectivement la beauté du sport. C'est tous ces moments partagés aussi ensemble, puisqu'on est isolé sur un bateau qui à l'intérieur n'est pas très grand. Et donc ça permet d'échanger, permet d'avoir une introspection aussi personnelle. Et voilà, c'est ce qui fait la beauté du sport. Si vous deviez décrire votre complicité en quelques mots, ce serait quoi? Plutôt complémentaire, fusionnel ou un peu électrique parfois? Complémentaire. C'est Nico va tout ce qui lui m'a apporté, tout ce qui est en fin de compte du grand large que moi que je connais pas forcément. Et moi j'espère que je peux l'apporter en termes de technique, on va dire sur les réglages de voile, vu que je suis entre 4 bouées d'habitude. Mais non, après, Nico c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très humain. Donc on arrive à parler, si on a des difficultés, on va essayer de trouver des solutions, comment faire différemment par rapport à un équipage qui est aussi 100% valide. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors un foil, on compare ça souvent à une aile d'avion. C'est vraiment, ça a la même forme d'une aile d'avion mais c'est sous l'eau. Et donc ça permet de soulager le bateau lorsque l'eau passe autour du foil. Quels sont les avantages d'avoir des foils sur un bateau? Les foils, ça nous permet, pas comme il y a certains bateaux, ça leur permet comme les ultimes de voler complètement au-dessus de l'eau et donc de réduire la traînée du bateau. Mais nous, le bateau va pas s'élever complètement, mais ça va le soulager.
Et donc c'est un peu le même principe, ça réduit la traînée du bateau et le bateau va continuer d'accélérer. Quels sont les défis de conception et de fabrication des foils? C'est des pièces qui sont toutes en carbone, en composite. Et le défi, c'est que parfois, il y a plusieurs tonnes d'efforts qui sont appliqués sur ces foils. Et donc, c'est réussir à faire un foil suffisamment costaud et souple pour qu'il tienne dans toutes les conditions et à toutes les allures. Comment les foils affectent-ils la stabilité et la maniabilité d'un bateau? En soi, ils changent pas sur nos bateaux, les foils, vu que le bateau vole pas complètement, on pourrait dire que ça ne change pas complètement le comportement du bateau, mais c'est une tendance à le faire cabrer en avant. C'est un peu comme si quelqu'un poussait sur l'avant du bateau, et donc ça a une tendance à le faire lever un peu comme un wheeling en vélo, mais en bateau. Pensez-vous que les foils ont révolutionné la voile et qui est l'inventeur ou le premier skipper à les avoir utilisés? Alors l'inventeur, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est Eric Tabarly. Et il y a quelques années tout de même. Et c'était quoi d'autre? S'ils ont révolutionné la voile? Ouais, quand même, parce que quand on regarde maintenant les vitesses des bateaux, que ce soit nous, les ultimes, ou enfin tous les bateaux de course au large maintenant sont équipés de foils. Et on arrive à atteindre des vitesses qui sont aussi rapides que le vent, voire plus rapides. Donc ouais, ça a été une grosse évolution dans le milieu de la voile. Merci. De rien. Comment se déroule la sélection en inscription des skippers? Est-ce une question de moyens financiers ou tout marin expérimenté peut-il prétendre à participer? Alors, c'est surtout pas des moyens financiers qui permettent de partir en mer, ça contribue, parce qu'il faut évidemment un beau bateau de course si on veut gagner, et voilà. Et il y a des partenaires et tout ça. Mais c'est pas ça qui conditionne le fait de pouvoir partir. Il faut être qualifié à la Transat Café L'Or pour pouvoir partir. Et pour être qualifié, il faut avoir fait d'autres courses en amont qui sont référencées ou avoir fait un parcours de qualification de 1200 milles nautiques, c'est à peu près 2000 km, avec le bateau sur lequel on va courir la Transat et avec le duo avec lequel on va partir. Comme ça, on s'assure que le bateau est en bonne forme et en bon état pour affronter l'Atlantique, mais aussi que les deux marins qui se sont dit on va aller faire ça ensemble, ne se bagarrent pas dès les 2 premières journées. On s'assure aussi que l'ambiance est bonne au final à bord pour pouvoir faire de la performance, parce que c'est quand même un milieu très restreint. Quand on est dans le bateau, faut quand même bien se supporter, parce que sinon ça peut être un peu le pugilat. On se retrouve demain pour la 5e émission en direct de la Transat Café L'Or. On vous laisse avec les images du jour. Au revoir.